Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Parents en équilibre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons des enfants à haut potentiel intellectuel, aussi appelés enfants surdoués, enfants zèbres, peu importe finalement l'appellation. La question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question d'un fidèle lecteur du blog parentsEnéquilibre.com, Jérôme, qui m'a envoyé par mail la question suivante. Comment l'accompagner au mieux, il parle de son fils, comment l'accompagner au mieux dans son quotidien tout au long de son enfance? Comment le protéger des autres, entre parenthèses moquerie, tout en valorisant sa sensibilité et ses sens ultra développés? Comment lui apprendre à ne pas être trop, entre guillemets, gentil et en tout cas pas avec tout le monde, sans non plus le couper de sa gentillesse. Donc Jérôme, c'est le papa de deux enfants à haut potentiel intellectuel, et il s'interroge notamment à propos de son fils qui est à l'école primaire, de comment l'accompagner, éviter ses moqueries, lui apprendre finalement à être gentil sans être trop gentil. En tout cas, c'est ce qui a l'air vraiment de le préoccuper, de continuer à valoriser sa part sensible, sa part sensorielle aiguisée, mais tout en lui permettant de ne pas trop souffrir de moqueries ou de décalage au quotidien. Avant d'entrer dans la réponse à cette question, en tout cas dans les 5 clés que je voudrais apporter à Jérôme avec humilité pour l'aider par rapport à sa question, je t'invite à t'abonner juste en dessous de cette vidéo à la chaîne des parents en équilibre afin de ne rien rater des prochaines vidéos, et je t'invite également, tout comme Jérôme, à m'envoyer tes questions si tu en as, tout simplement par mail ou bien en les laissant juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Donc, on va repartir de la question de Jérôme. Et moi, c'est vrai qu'il y a un mot qui m'a interpellée dans sa question, c'est le mot comment le protéger des autres. Et le mot protéger, il m'a fait réagir parce que c'est vrai que déjà ça me parle beaucoup en tant que maman, et je pense que ça résonne chez tous les parents, cet instinct vraiment naturel qu'on a de vouloir protéger nos enfants à tout prix. Et on a beau savoir que pour grandir, un enfant, il a besoin de faire ses expériences et qu'on pourra pas le protéger toute sa vie finalement de la souffrance, de l'échec, des difficultés, des moqueries comme ce dont nous parle Jérôme. Mais au final, on a cet instinct quand même à vouloir les protéger, c'est plus fort que nous. Et je voudrais déjà dire à Jérôme et dire à tous les parents que cet instinct, il est tout à fait normal. Et si on revient vraiment à notre rôle premier de parent, on est là pour accompagner nos enfants à grandir et un jour quitter la maison en ayant, ma foi, tous les outils, tous les éléments qu'il leur faut pour pouvoir avancer en s'épanouissant au maximum. Et c'est vrai que notre rôle premier, surtout dans les premières années de vie de nos enfants, eh bien, c'est de répondre à leurs besoins et pas à leurs désirs. Leurs besoins, c'est eh bien, les besoins physiques, bien sûr, manger, boire, avoir un toit pour dormir, avoir suffisamment chaud, ne pas avoir trop chaud, être propre. Voilà, ça ce sont les besoins physiques. Il y a également le besoin de sécurité, physique, affectif, psychique, émotionnel. Il y a le troisième besoin, c'est d'appartenir à une communauté, à une famille, à un groupe, en fait sentir qu'on n'est pas tout seul, ça c'est dans notre ADN d'humain. Et les deux derniers besoins fondamentaux chez tous les êtres humains, donc chez tous les enfants, c'est le besoin d'estime de soi et le besoin de réalisation de soi. Et je pense que si on est si préoccupé à protéger nos enfants, c'est qu'on veut absolument leur épargner justement des moqueries qui abîmeraient l'estime de soi, des humiliations qui abîmerait le sentiment de sécurité physique, psychologique. Et en fait, on est tout le temps relié sans cesse à ces besoins. Et on essaye au maximum, quand on est parent, de protéger nos enfants. Et c'est vraiment tout à fait normal. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on ne peut pas vraiment pas, et on doit accepter de ne pas pouvoir les protéger de tout. De tout. Et être parent, c'est aussi apprendre en fait à faire confiance à nos enfants. Et surtout à nos enfants à haut potentiel intellectuel. Pourquoi ? Parce que justement, ils vont avoir besoin avec leur singularité, d'arriver à composer avec en fait, sans qu'on soit sans cesse là pour eux,
et arriver finalement à transformer ce qui peut-être au début les interpelle, les met en décalage, les font souffrir, comme une force et une façon de se positionner dans le monde qui leur permettent de s'épanouir à leur manière, tout simplement. Et donc, ça c'est voilà, la petite chose sur laquelle je voulais insister au départ, parce qu'elle me semble vraiment hyper importante dans notre façon d'envisager l'accompagnement de nos enfants à haut potentiel intellectuel, de ne pas être dans la surprotection, de ne pas vouloir leur empêcher toutes les souffrances, ce n'est pas possible. Ils ont besoin de faire leur chemin. Alors je ne dis pas de les jeter dans la fosse aux lions, il ne s'agit pas du tout de dire ça, mais d'être dans le juste équilibre, de ne pas être dans la surprotection, d'être dans la protection bien sûr, mais également dans la confiance. Et ça va être fondamental pour qu'ils développent leur estime d'eux-mêmes avec leur singularité. Donc finalement, la question de Jérôme, c'était aussi comment l'accompagner au mieux dans son quotidien. Et je pense que ce mot « accompagner », il est très juste dans le sens de je te prends la main, je prends la main de mon enfant et je l'accompagne. En tout cas, je reste à côté de lui sur le chemin. Et quand il a besoin, il peut prendre ma main s'il en a besoin. Mais pas être là à le couver, à le surprotéger sans cesse. Voilà, donc ça va me permettre maintenant de te proposer 5 clés, Jérôme, et puis à vous tous, les parents qui êtes là et qui vous interrogez sur comment gérer la particularité de cet enfant qui est si doué, si mature parfois dans ses cheminements de pensée et en même temps si sensible, si vulnérable parfois sur le plan émotif, ce qui crée des décalages qui peuvent être tout à fait perturbants et auxquels on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire face parfois. Donc la première clé que je voudrais proposer, elle concerne le décalage que vit l'enfant à haut potentiel intellectuel. Il faut savoir que quand on est surdoué, quand on est un petit zèbre, quand on a ce haut potentiel intellectuel, très très tôt, notre hypersensibilité en fait, et toutes ces pensées qu'on a, elles nous crée un décalage avec absolument tout ce qui nous entoure et même avec nous-mêmes des fois. Donc l'enfant à haut potentiel intellectuel, il se sent, même si peut-être il a beaucoup de copains et il est très entouré, malgré tout, il a au fond de lui, il faut savoir, ce sentiment d'être différent, ce sentiment de décalage. Et ça, il le ressent avec ses copains. Il le ressent parfois avec lui-même parce qu'il ne comprend pas bien pourquoi il réagit de telle manière et c'est différent des autres. Pourquoi lui, il est comme ça et pas les autres. Et même comment parfois, dans les profils de haut potentiel hétérogènes, pourquoi il est si doué, il comprend si vite certaines choses, il y arrive si vite et puis pour d'autres c'est si difficile. Et ça crée des frustrations et des décalages même internes très compliqués. Et enfin, le dernier décalage, c'est celui avec l'entourage familial, bien sûr. Et c'est pour ça que la première clé sur laquelle je voudrais insister, c'est d'essayer au maximum d'entretenir une communication saine et non jugeante entre parents et enfants au sein du cocon familial, pour que cet espace de la famille soit vraiment un espace rassurant, un cocon où ils puissent se ressourcer et où peut-être, même si tu ne comprends pas tout de ton enfant, même si tu ne comprends pas parfois ses réactions, sa façon de penser, qui t'étonne chaque jour, que lui, en tout cas, il puisse se sentir en sécurité et pas jugé. Que même s'il ressent un petit décalage avec ses parents, il ne se sent pas toujours compris, en tout cas, il ne se sent pas jugé, pas... voilà, que le décalage soit pas négatif et pas un impact douloureux sur lui. Donc, au final, je résumerai peut-être le rapport qu'on peut avoir avec notre enfant à haut potentiel intellectuel par 2 mots, qui seraient fermeté et bienveillance. La bienveillance, c'est que parfois, quand on est parent, qu'on découvre que son enfant a un haut potentiel intellectuel, avec tout ça, on a toute une imagerie, on a tout un tas d'étiquettes qu'on va peut-être avoir tendance à associer à ce haut potentiel intellectuel. Ah il va être fort à l'école, il va peut-être avoir du mal à avoir des copains, il est ultra sensible, il est comme ci, il est comme ça, et peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies, peut-être pas, peut-être qu'il y a des choses qui s'appliquent à ton enfant, peut-être pas, quoi qu'il en soit, de faire attention parfois à ces projections que l'on renvoie sur notre enfant et qui peuvent être des fois difficiles et très lourdes à porter.
Donc, quand je parle de bienveillance, dans bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux. La racine latine, c'est bene volere, vouloir le bien d'eux. Donc, être toujours, garder à l'esprit de vouloir le bien de ton enfant et l'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire tel qu'il est, au-delà de ce que tu projettes sur lui, du fait de son haut potentiel ou pas. Avant d'avoir un haut potentiel intellectuel, c'est surtout un enfant. Un enfant, donc garde ça à l'idée et prends-le tel qu'il est, avec bienveillance. Et le deuxième mot que je te proposais, c'était fermeté. Pourquoi? Parce que tu le sais très bien, ton enfant a haut potentiel, il a une façon de raisonner où pour lui, la justice et le sens sont tellement mais essentiels, c'est la base de tout. Et donc, il va sans cesse te confronter, te mettre face à tes contradictions, à tes incohérences. Alors, je dis tes contradictions, tes incohérences, ou celles du monde. Et il va te poser des questions, des fois, des questions existentielles de dingue, et il va souligner des injustices où, au final, tu vas te retrouver à pas savoir quoi lui répondre parfois. Et c'est pour ça que je te parle de fermeté, dans le sens que ton enfant, en fait, il a besoin, face à ces questionnements, d'avoir un cadrage, d'avoir un adulte qui soit ferme, qui soit capable de le contenir et physiquement et mentalement. Ça ne veut pas dire ferme, ça ne veut pas dire être sévère, ça ne veut pas dire frapper sur son enfant ou ce genre de choses, pas du tout. C'est être dans la bienveillance, c'est, on l'a dit, être à l'écoute de cet enfant qui a une façon de penser particulière, une façon de ressentir particulière, être à l'écoute de ça, bien sûr, mais être ferme dans le sens qu'on ne va pas laisser ça tout envahir, on va être capable de reposer un cadre, reposer des règles parfois qui aident cet enfant aussi à se sentir contenu, rassuré par l'adulte de référence, c'est-à-dire toi, le parent, qui l'accompagne justement chaque jour. Donc, si on récapitule cette première clé, j'ai conscience que j'ai énormément développé, c'est en gros, sachant que l'enfant est en permanence en décalage avec les personnes qui l'entourent, essayer d'amenuiser ça au sein de l'espace familial et être le plus présent possible, avoir une famille la plus rassurante possible pour cet enfant. La deuxième clé, elle va dans le même sens que la première, c'est à propos de communication, parle à ton enfant de sa singularité. Sans en faire des drames, sans en faire des caisses, juste parler avec lui de ce qu'il ressent, comment il est, et lui expliquer, si tu as fait, je ne sais pas si c'est ton cas Jérôme, mais je ne sais pas si c'est votre cas non plus, vous les parents qui regardez cette vidéo, mais si votre enfant a été diagnostiqué, c'est-à-dire qu'il a passé un test de QI auquel on aboutit à la conclusion qu'il est à haut potentiel intellectuel, il va falloir lui expliquer ce que c'est ça. Et même s'il n'y a pas de test et que tu as de fortes raisons de penser qu'il a ce haut potentiel intellectuel, tu peux lui expliquer ce que ça implique. Alors moi j'aime bien, pour parler aux enfants, avoir l'image des lunettes. C'est finalement reprendre quelque chose qui, de base, sur notre vie, qui concerne les enfants à haut potentiel, les adultes à haut potentiel, et ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas ce haut potentiel, c'est juste de dire, dans notre rapport au monde, on a tous une façon vraiment unique de percevoir les choses. Donc c'est comme si on avait tous finalement une paire de lunettes avec un filtre différent. Donc avec les enfants, on peut dire, tu vois, il y en a qui ont un filtre jaune, d'autres qui ont un filtre argenté, rose, rouge. En tout cas, tout le monde va regarder le monde et le voir à sa façon. Et ce qu'il voit, ça va être sa vérité à lui. Et avoir des lunettes jaunes, avoir des lunettes en forme de cœur, avoir des lunettes transparentes, avoir des lunettes où on voit que d'un œil, avoir des lunettes, voilà, dans toutes les différences qu'il y a, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Simplement, chacun doit apprendre à voir avec ses lunettes à lui. Et toi, tu as les lunettes d'un enfant à haut potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes lunettes, toi, elles ont un truc de dingue, c'est que en fait, tu vois comme plus gros. Tu vois comme plus en détail les choses par rapport aux autres. Ça, c'est pour expliquer l'hypersensorialité. Tu vois, tu peux lui dire, toi, tes lunettes, elles font que tout ce qui t'arrive, toutes les infos qui t'arrivent, tu les vois plus en détail, plus intensément que les autres. Une odeur, tu l'aperçois plus intensément. Pourquoi, toi, les étiquettes, elles te grattent et puis les autres, elles ne les grattent pas? Parce que ta peau, tes lunettes, mais ta peau, elle est plus sensible. Elle te fait percevoir plus intensément. Donc, c'est pour ça. Et lui expliquer, voilà, toi, tu as cette paire de lunettes et tu ne pourras pas changer. La tienne, elle n'est pas mieux
que celle de tel copain ou de tel copain, elle est juste différente et tu dois apprendre à voir avec ces lunettes-là. Et ton filtre, voilà, il est unique et parfois tu vas avoir envie juste de prendre tes lunettes et de les jeter par terre tellement ça te fatigue ta façon de voir le monde. Et ça va être les moments où des fois tu vas souffrir. Et puis il y a d'autres moments où tu vas te dire waouh, mais qu'est-ce qu'il est canon le monde tel que je le vois moi, parce que moi avec ma façon de voir, ma façon de m'émouvoir, et ben je peux voir tout, je peux percevoir tous ces petits détails, je peux voir ça, je peux penser tout un tas de choses, et ça c'est aussi une force et c'est unique. Donc finalement, ne pas lui mentir sur le fait que ses lunettes seraient extraordinaires ou mieux que quelqu'un d'autre, mais tout le monde, avec les lunettes qu'il a, au potentiel intellectuel ou pas, en fait, il y a tous des moments où nos lunettes, on a envie de les jeter par terre parce qu'on est dépité face au monde qui nous entoure et notre façon de le voir nous fait souffrir. Mais il y a aussi plein de moments magnifiques à cueillir dans justement ce qu'on perçoit de ce monde. Donc voilà, je pense que, en tout cas, moi, c'est une image qui me parle. Et je crois qu'il peut parler aux enfants aussi sur, eh bien, leur particularité, et finalement ça marche pour le haut potentiel intellectuel, mais ça marcherait pour n'importe quelle singularité. C'est juste expliquer, tu es comme tu es unique, tu es comme ça, et finir peut-être cette conversation avec ton enfant en lui disant, tu sais, ta paire de lunettes, elle est très chouette, moi aussi j'en ai une, et quoi qu'il en soit, je serai toujours là, moi je suis là. Donc si à un moment, tu as envie de jeter tes lunettes par terre juste parce que t'en peux plus, je sais pas moi, t'en peux plus parce que tu supportes plus le bruit dans ta classe, ça fait trop de bruit, ou parce que tu comprends pas le comportement des autres, tous ces moments où tu as envie de casser tes lunettes ou juste t'en peux plus, viens me voir. Moi je serai toujours là, je suis là pour toi, je suis là à côté de toi, et je suis là, je suis ton papa, je suis ta maman, je suis là pour t'accompagner, t'aider à grandir, et moi je suis là pour t'aider à ce que à la fin tes lunettes tu les adores et juste tu puisses grandir et devenir un adulte dans la vie qui aime ses lunettes et qui aime ce qu'il est, sa façon de voir le monde. Troisième clé que je voudrais te proposer, c'est Jérôme, vraiment en rapport avec ce que tu dis sur la gentillesse. Tu t'inquiètes de lui apprendre à ne pas être trop gentil, en tout cas pas avec tout le monde, et sans non plus le couper de sa gentillesse. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans. En gros, je sais que mon fils, il est extrêmement gentil. Il a ce naturel d'être gentil, d'avoir envie d'aider les autres, de s'impliquer pour les autres. Mais ce que je vois entre les lignes dans ce que tu me dis, c'est mais j'ai peur en fait qu'il soit tellement gentil qu'il ne se protège pas parfois eh bien, des moqueries ou de ce que pourraient penser les autres de lui, ou de comment pourraient réagir certaines personnes qui seraient mal intentionnées. Et pour réagir face à ça, ma troisième clé, c'est de dire la gentillesse n'y touche pas. Nourris-la sa gentillesse, c'est magnifique d'être un enfant qui est gentil, qui s'épanouit aussi en aidant les autres, en donnant le meilleur de lui pour aider les autres. C'est quelque chose qui est magnifique, et dans tous les cas, même si tu voulais y toucher, même si tu voulais qu'il ne soit pas trop gentil, c'est ce qu'il est. En fait, il est comme ça. Il est comme ça, et à mon sens, en tout cas, notre rôle de parents, c'est d'accepter nos enfants exactement tels qu'ils sont. Donc ne touche pas à sa gentillesse, au contraire, nourris-la, encourage-le à être gentil, à aller vers les autres, à aider les autres. Ceci n'empêche pas que dans la même clé, je vais te conseiller de lui donner justement un maximum d'outils pour se protéger. On peut être gentil, mais être prudent, ou en tout cas avoir cette approche de gentillesse, de dire je suis gentil jusqu'à ce que ça soit ok pour moi. Si à un moment je suis gentil et ça commence à me faire mal à l'intérieur, je me retire. Voilà, c'est pas la direction où je dois aller. Et au final, peut-être on peut aussi poser les questions à nos enfants. Tu peux poser la question à ton fils s'il y a des situations où il serait, entre guillemets, comme tu dis, trop gentil. Qu'est-ce qui pourrait t'aider dans cette situation à trouver le bon équilibre sur ta gentillesse, ou qu'est-ce qui pourrait t'aider à ne pas souffrir dans cette situation. Face à une situation, tu peux aussi lui dire, bah moi, quand ça m'arrive, alors enfant, je faisais ça, ou adulte, je fais ça. Je te dis pas que c'est ce que tu dois faire, mais moi, c'est la technique que j'ai trouvée. Si tu veux, tu peux l'essayer, et puis tu peux voir si ça marche pour toi ou pas. On peut aussi se raccrocher aux héros
des histoires, des dessins animés qui seraient confrontés à une situation qui serait proche de celle de l'enfant, tu vois. Tel personnage, face à telle situation, lui, il réagit comme ça et comme ça. Est-ce que tu penses que toi, ça pourrait t'aider? En fait, être toujours dans la démarche de ok, il y a une situation qui est un peu compliquée, qui te fait souffrir, on va pas retirer de la gentillesse, mais au contraire, on va aller chercher dans tous les modèles qu'on peut avoir autour de nous, ce qu'on peut essayer et voir si ça va mieux. Il n'y a jamais de solution miracle, sinon ça se saurait. Chacun, comme je l'ai dit avant, a sa paire de lunettes, donc a sa vérité, et ce qui va aider un enfant ne va peut-être pas aider un autre. Donc c'est pour ça que là je prends pas forcément un exemple où je donne pas une solution toute prête, c'est vraiment à vous, à toi Jérôme, à vous les parents, d'entretenir ce dialogue avec votre enfant sur qu'est-ce qui peut t'aider. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu aimerais essayer ça? Et au final, avec comme trame générale derrière, de transmission à votre enfant. Dans la vie, on peut choisir... non, on ne choisit pas forcément ce qui nous arrive. On ne choisit pas notre paire de lunettes, voilà, notre façon de voir le monde, mais par contre, on choisit ce qu'on en fait. Donc quand quelque chose te fait souffrir, tu peux choisir d'être une victime toute ta vie, te dire « punaise, j'ai eu une paire de lunettes détraquée du départ, différente, c'est une catastrophe, je vais être mal dans ma peau toute ma vie ». T'as le choix de te dire ça ou t'as le choix de te dire « bah là, en ce moment, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, mais par contre, j'ai envie d'essayer des choses pour essayer de m'en sortir, pour essayer de faire que j'aille mieux, pour trouver ma façon de trouver ma place. » Donc moi, à mon sens, en tout cas, moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, c'est ça, c'est de transmettre aux enfants et même aux adultes qui m'entourent, ok, il y a des moments dans la vie qui sont durs, il y a des épreuves, mais qu'est-ce que j'en fais après? Ok, c'est là, ok, tu souffres, ok, je souffre, ok, moi aussi, des fois, je suis en colère, j'ai peur, j'ai mal, ouais, ça arrive à tout le monde, mais et après? Est-ce qu'on décide de se lamenter sur son sort toute sa vie ou pas? Évidemment, on ne peut pas le dire en ces termes à ses enfants, mais je pense que on peut justement l'aider à se protéger de ça en ayant cette façon de penser au quotidien et en essayant toujours de l'aider à mettre sa créativité, puisqu'on sait que notre enfant a haut potentiel, il a des idées qui fusent dans tous les sens, il est hyper créatif, de ok, et ben je vais essayer cette solution, elle n'a pas marché, pas de souci, on va en essayer une autre, on va en essayer une autre jusqu'à ce que celle qui te corresponde et qui t'aide en fait, et qui te permette d'aller bien. Voilà pour la troisième clé, on passe à la quatrième. La quatrième, je viens d'en parler, c'est la créativité. Créer un espace artistique, laisser une bulle d'expression à cet enfant à haut potentiel intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est créatif, c'est un enfant qui est émotif, c'est un enfant qui a une sensorialité hyper développée. Et quel meilleur endroit que l'espace artistique pour être reconnu dans ses singularités. Qu'on fasse de la musique, qu'on fasse du dessin, de la peinture, de l'écriture, du modelage, de la terre, du rap, des tags, peu importe en fait l'expression artistique, peu importe la forme de l'expression artistique, tant que la créativité, elle est reconnue de cet enfant au potentiel intellectuel, tant que son émotivité, elle est reconnue aussi comme une force, comme source de créativité, et tant que sa sensorialité, sa façon justement d'appréhender le monde, sa paire de lunettes, sa façon de voir, de sentir avec le nez, d'entendre, sa façon de toucher, elle va être un vrai atout. Et en fait, à mon sens, vraiment l'expression artistique, elle est un des meilleurs moyens de mettre les talents de cet enfant à haut potentiel intellectuel en avant et donc de nourrir l'estime de lui-même, de voir que dans sa particularité, dans sa façon d'être, justement là, ça a un vrai sens, ça a un vrai impact, c'est une vraie force et ça va l'aider, je pense, à développer justement son émotivité, sa sensorialité, sa créativité. Enfin, ma cinquième clé, eh bien, elle s'adresse surtout à toi, en fait, Jérôme, et à vous tous, les parents, c'est celle de montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, créer tout ce qu'on veut autour de nos enfants, au final, ce qu'ils voient tous les jours dans nos comportements à nous, de parents, c'est ce qui les imprègne le plus. C'est de véritables éponges, nos enfants, émotionnels, physiques, dans tout ça. Et donc, j'ai envie de vous encourager tous à être
des parents qui acceptent et parlent de leurs émotions. Les émotions, elles ne sont pas là pour être enfouies. Jérôme, je ne sais pas du tout comment tu gères voilà, ta peur, ta tristesse, ta colère. Est-ce que devant tes enfants, tu les caches ou est-ce qu'au contraire, tu les assumes et avec du recul, tu arrives à leur en parler et quelle que soit la réalité aujourd'hui, je t'invite le plus possible à être dans la communication, à être dans l'échange autour de tes émotions comme autour de celles de tes enfants. Ensuite, montrer l'exemple à son enfant à haut potentiel intellectuel, et c'est justement, tu parlais de gentillesse, puisque quelque part tu aimes ça chez ton enfant, nourris ça aussi chez toi. Montre que on peut être un adulte responsable, qui se protège, qui a des responsabilités, mais qui est aussi sensible, vulnérable, gentil. Et ça fait du bien à tout le monde dans la famille, et ça fait du bien à l'enfant qui se dit « Ah ouais, bon, je suis peut-être pas obligée de cacher cette partie, puisque papa, puisque maman aussi, ils acceptent cette partie d'eux, ça peut aussi être une force sûrement. » Et puis, comme je disais avant, être quelqu'un qui communique, qui s'exprime au maximum pour donner le modèle à ton enfant que lui aussi, quand quelque chose ne va pas, quand il a quelque chose sur le cœur, il peut venir te voir et en parler sans se sentir jugé, sans sentir que c'est bizarre, parce que d'habitude, en famille, on ne parle pas, on préfère cacher les choses, garder des secrets, peut-être protéger les autres, justement. Et en ce sens, on revient à l'idée d'une protection qui serait nocive, parce que des fois, à trop vouloir protéger les autres, on leur cache finalement ce qu'on ressent, alors que, en tout cas, dans ma vision à moi de la parentalité, si on cache le moins possible et on dit à nos enfants, écoute, en ce moment, je suis fatiguée, en ce moment, je suis stressée à cause du travail, juste on leur explique pourquoi on est dans cet état au jour le jour, et l'enfant, il va être capable, lui aussi, de te dire, écoute là, papa, maman, aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette, ça s'est pas bien passé à l'école. L'enfant, il va juste être capable de te le dire si toi, depuis qu'il est petit, tu as aussi appris à lui dire ces choses-là. Et puis enfin, je parlais de la créativité, si c'est possible, de laisser aussi place aux choses fun, créatives, surprenantes à la maison, au jour le jour, cuisiner de manière créative, écouter de la musique, danser ensemble, mettre des choses agréables, fun, où chacun puisse être juste ce qu'il est, exactement tel qu'il est à la maison. Ça sera une vraie bouffée d'air pour l'enfant à haut potentiel intellectuel. Je te résume en conclusion les 5 clés que j'ai proposées dans cette vidéo. La toute première, c'était pour compenser ce sentiment de décalage de l'enfant à haut potentiel, entretenir une communication saine, non jugeante, vraiment épanouissante pour l'enfant au sein du cocon familial. Deuxième clé, parler, expliquer ce que c'est le haut potentiel intellectuel, se défaire des étiquettes, mais lui expliquer que c'est une perception unique du monde, comme si on avait chacun une paire de lunettes vraiment originale chacun, et qui va parfois nous générer des souffrances, mais qui va aussi parfois nous générer des joies et une fierté immense, que rien n'est tout noir ou tout blanc, personne n'a une paire de lunettes toute noire ou toute blanche. Troisième clé, de nourrir la gentillesse tout en donnant les outils pour se protéger. Quatrième clé, créer un espace artistique, une possibilité de s'exprimer de manière artistique à cet enfant pour développer son émotivité, sa sensorialité, sa créativité. Et enfin, la cinquième et dernière clé, penser que nous, en tant que parents, au-delà de tous nos discours, la façon dont on se comporte a un véritable impact sur nos enfants. Donc aussi remettre en cause notre façon d'être, notre façon de nous comporter en famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Jérôme, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas juste en dessous, en commentaire, à me laisser vos impressions, à me partager vos doutes, vos réactions. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!